dimension du temps qui est d'une part le flux inexorable, bon, le fleuve au cours irréversible. Et d'autre part les instantanés. Et en même temps les instantanés et aussi cette espèce de verticalité qui est finalement l'ordre du temps qu'on peut scander d'instant en instant, mais qui semble en quelque sorte lui-même échapper au remous du temps. Je veux dire la forme du temps comme ordre inexorable, non seulement de l'avant et de l'après, mais aussi du présent, du passé, du futur, qui est une perspective plus subjective sur le temps. C'est une forme qui est elle-même intemporelle. C'est ça le paradoxe. Voilà le passé, voilà le futur, qui comme par hasard, d'une certaine manière, est plus remuant que le passé, forcément. Parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend. Oui. Ce qui est intéressant ici, c'est que les humains qui marchent sur ce pont, donc sur le pont du présent, les humains qui marchent sur ce pont ont l'air immobiles alors qu'ils marchent, de sorte que la photo restitue à la fois la mobilité du temps, la mobilité fondamentale non discontinue du temps, et la discontinuité d'un homme en train de marcher qu'on a saisi dans l'instant. Oui. Le temps comme ordre, le temps comme flux, et à l'articulation de ces deux dimensions, effectivement, des individus, des consciences, qui savent jamais très bien dans quel sens regarder le temps. Soi-même, quand on y pense, au fond, on a l'habitude d'imaginer le temps comme nous poussant dans le dos, quoi, puisqu'on est livré à son cours de façon un peu, on est dépossédé devant lui. Et il nous pousse inexorablement vers l'avenir, et le moment où je parle est déjà loin de moi, comme disait Boileau. On n'y peut rien. Et en même temps, on peut tout à fait s'imaginer les choses autrement et voir le temps comme quelque chose qui nous arrive depuis l'avenir. C'est-à-dire que les événements qui constituent la matière, le contenu du temps, nous sont envoyés à la figure de l'avenir vers le passé. Donc on peut évidemment regarder le cours du temps dans les deux sens. Ce qui prouve qu'en un sens, rien n'est plus difficile à penser, évidemment, que le temps présent. Ouais. Rien n'est plus complexe que le temps présent. Nous ne vivons pas dans une autre dimension que le présent. Et pourtant, rien n'est plus difficile à penser, à moins peut-être de l'amollir, de le rendre malléable. Ce tableau qu'on appelle indûment les montres molles, parce qu'il représente des montres molles, s'appelle en fait la persistance de la mémoire, ce qui est un titre tout à fait bergsonien d'ailleurs. C'est vrai. Une expression qu'on pourra retrouver dans Matière et Mémoire de Bergson, un tableau de Dali absolument magnifique, où on a le sentiment justement que là, l'art permet de disposer du temps présent à sa guise, ou en tout cas de manifester quelque chose d'une vérité profonde du temps, laquelle? Il y aurait beaucoup de choses à dire. Effectivement, d'abord le titre, la persistance de la mémoire. Voilà, le temps est de toute façon expérimenté, éprouvé qu'au présent. Et en même temps, le présent n'est jamais un pur instantané, et malgré le lieu commun philosophique, le temps qui fuit, l'instant insaisissable. En réalité, l'expérience de l'instant est assez rare, il faut bien le dire. Ce dont on fait l'expérience, c'est le présent, c'est le maintenant, qui est une sorte de durée, d'intervalle épais. Et ce qui est rare surtout, c'est la conscience qu'on peut avoir du présent lui-même, parce qu'il faudrait être deux à ce moment-là, Oui. Celui qui l'éprouve et celui qui en a conscience. Et on revient au paradoxe qu'on évoquait en ouverture. Ce que je suis, je ne le sais pas. Voilà. Ce que je sais, je ne le suis plus. Voilà. Si j'y pense, je suis déjà ailleurs, et je suis déjà emporté dans ce temps que j'essaye de penser. Là, il y aurait de façon, d'une manière un peu naïve, dans la volonté d'allégoriser quelque chose, de ces temps dilatés, de ces temps anamorphosés, qui évoquent autant Bergson, à vrai dire, qu'Einstein aussi, qui a parlé du ralentissement des horloges et de ce temps élastique de la théorie de la relativité. Mais enfin, ce que ça me semble capturer, si on lit aussi naïvement cette image, comme on peut la lire aussi, et si on ne se laisse pas trop vite emporter par les suggestions imaginaires, fantasmagoriques, ce serait effectivement que d'une part, le temps a une sorte de viscosité, et que précisément l'expérience du présent, telle qu'on l'a fait réellement... l'expérience d'un temps visqueux. Voilà, l'expérience d'un temps visqueux, d'un temps qui reflue sur lui-même, un peu à l'image des remous autour des piliers du pont qui surmonte le Danube tout à l'heure. Un temps qui aussi fait, comme dit Bergson, boule de neige avec lui-même, au Palca. Si on prend la dernière figure, pour revenir, je suis un peu hanté par cette première image, ouais. À la dernier état photographique du personnage, la 6e photo, elle incorpore, elle enveloppe les 5 précédentes. Donc, ce ne sont pas des instantanés discontinus, même si de fait, oui, ce sont des photos discontinues, mais ce que ça ressaisit du travail du temps, c'est effectivement un présent qui incorpore tous les passés et qui les conserve à titre actif. Donc. Mais il appartient d'une certaine façon à la conscience, de la même façon qu'un cinéma, que le cinéma c'est 24 images secondes, ouais. Et que la conscience reconstitue du flux là où il y a du discontinu, il appartient à la conscience du spectateur d'observer une continuité derrière ce composite où l'on a différents temps dans le temps. Dans ce tableau, il y a une chose qui est intéressante peut-être. Je pense à la pièce de Sartre, Les Mouches.
qui sont le synonyme du remords, qui est donc une morsure du passé. Hein. On a ici une mouche qui est posée sur une montre dont la forme est ainsi faite que les aiguilles dessinent un axe, enfin un plan, c'est-à-dire on a les abscisses, on a les ordonnées, et d'une certaine façon, vous avez parlé de viscosité du temps, c'est ici une façon de conjurer l'horizontalité ou la linéarité du temps au profit d'une représentation plus complexe où il y aurait plusieurs temps en un seul. Un temps non chronologique, quoi, qui fluerait mais à différents étages, qui serait stratifié, où il y aurait des effets de retour. Enfin, la persistance du passé, c'est quand même assez juste. C'est-à-dire, c'est que l'idée, le passé n'est pas passé. Enfin, c'est pas du présent qui a passé et qui serait archivé, je sais pas où, dans notre mémoire. C'est un passé actif qui, là encore, pour parler de Bergson une fois de plus, c'est du passé qui se conserve en soi. Alors, ça se conserve notamment à travers des souvenirs qu'on peut réactiver, etc. Mais cette idée d'un passé qui se conserve en soi me paraît au fond plus profonde probablement que, disons, tous les développements que peuvent suggérer les phrases poétiques sur la fuite irrémédiable de l'instant. C'est dire que les phrases poétiques, autant les phrases poétiques sur la fuite irrémédiable de l'instant que la représentation mathématique du temps, pêchent l'une et l'autre, en un sens, par la représentation de quelque chose d'irréversible, alors qu'il y a davantage dans le temps. À chaque instant, nous rejouons la totalité de notre mémoire. C'est pas comme si on allait prélever dans un stock fini des souvenirs qui seraient toujours les mêmes. Oui, et cette mémoire, donc non seulement n'est pas strictement linéaire, enfin, ne se contente pas d'archiver les uns à la suite des autres les événements tels qu'on les a vécus, ça c'est l'évidence. Mais en plus, elle archive finalement peut-être des temporalités multiples. Il y a tout ce qu'on a vécu, mais il y a aussi dans ce qu'on a vécu la multiplicité des flux, mais aussi, disons, la multiplicité des faisceaux d'attention, on pourrait dire, qui ont animé notre expérience à différents moments de notre existence. Alors là, c'est une autre figure de la multiplicité. Tout à l'heure, on est parti d'un composite qui désignait le passage du temps, où chaque image était séparée de plusieurs années. Ici, les images sont toutes simultanées. Hein. C'est Big Brother, c'est 1984, sauf qu'on est en démocratie, on est en Angleterre, on est à Londres, donc tout va bien. Sauf que on a ici cette espèce d'œil, le panoptique, un œil absolu qui voit à peu près toute chose en temps réel, comme on dit. Qu'est-ce que signifie cette expression en temps réel, plusieurs événements au même instant? Effectivement, qu'est-ce que ça signifie? Bon, là, très clairement, donc on a un individu qui est probablement attaché à un centre de contrôle, de commande et de contrôle, peut-être pour la régulation des flux du trafic, disons, dans une ville comme Londres. Donc c'est une figure assez rassurante de Big Brother, c'est vrai. En même temps, il y a cette idée de temps réel qui, tel que je le comprends et tel que c'est figuré ici, consisterait en fait à rendre sensible à coexistence de flux ou de lignes de flux simultanées. Et pour aller, disons, pour prolonger un peu ce qui était suggéré par la peinture de Dali tout à l'heure, ce serait peut-être aussi des lignes de temps, pas simplement des lignes de flux ou des processus, mais réellement et peut-être des temps multiples, comme distribués sur l'espace, dont on se donnerait une sorte de représentation synoptique, en simultané. On peut considérer que la personne, par exemple, qui fait du tourisme sur un bateau-mouche ici ou sur un bateau sur la Tamise, ne voit pas passer le temps comme la personne qui va en voiture ici ou qui se rend à son travail, ou comme la personne qui marche nonchalamment sur un pont. En d'autres termes, il y a différentes expériences du temps qui sont représentées de façon simultanée, mais qui chacune sont singulières. Voilà. Dont chacune est singulière. Dont chacune est singulière. Mais précisément, la physique, justement, post-einsteinienne, suggère quelque chose de très troublant. C'est qu'en vérité, la seule manière dont on pourrait concevoir la simultanéité des temps ou des flux serait locale. C'est-à-dire, si je suis Einstein, je peux effectivement décrire localement la coexistence de deux flux, pour autant qu'ils voisinent dans un même espace, mais il serait impossible de reconstituer à l'échelle de l'univers entier, alors déjà d'une ville, mais a fortiori de l'univers entier, la simultanéité des flux. C'est l'idée que la simultanéité est irrémédiablement relative à un point de vue, à l'inscription d'un observateur, ou qui se donne une sorte de système de référence, à partir duquel il va coordonner les temps. Puisqu'au fond, le problème de la simultanéité, ou du temps réel, de ce temps diffracté dans l'espace, c'est le problème de la coordination. Comment ? Et c'est le problème concret de ce monsieur qui régule les flux routiers notamment. Bon. Eh bien, ce que la physique aujourd'hui nous apprend, c'est que cette coordination globale
des flux n'a plus rien d'évident et d'immédiat, qu'il faut trouver des sortes de coordonnées, des cartes locales pour faire les raccords et qu'il n'y a pas de temps unique.